Salut les buddies. On vous retrouve pour cette nouvelle vidéo au Sénégal. Et oui, ça y est, on a passé la frontière à Diama très facilement. Pas de problème cette fois-ci. On tourne la vidéo au Sénégal, mais ça concerne la Mauritanie. Et oui, on a rencontré Daniel et Christian à Guerguerat, qui étaient en fait les doyens de la position de résistance, puisque ça faisait 12 jours qu'ils y étaient. Et ils nous ont parlé de leur projet humanitaire à Chinguetti. Un projet humanitaire que vous allez découvrir dans la vidéo qui concerne l'eau et tout ce qu'ils ont fait dans l'association pour les écoles aussi. Et nous, quand ils nous ont parlé de ce projet, on s'est dit... On a carrément sauté sur l'occasion. Ouais. Une occasion formidable de découvrir cette ville mythique sous un autre aspect. Et ce côté humain de cette mission humanitaire, bien sûr. Aussi. Cette rencontre avec Ahmed, qui est un peu pour nous le chef du village, même s'il ne l'est pas, mais vous verrez qu'il œuvre énormément pour son village. Mais pas que lui. Mais pas que lui, bien sûr. Vous verrez donc dans cette nouvelle vidéo, qui est la vidéo 1 sur Chinguetti, puisqu'il y en aura une deuxième jeudi prochain. Sachez que c'est tous les jeudis Chinguetti tout. À 18h, on publie une vidéo. Pensez toujours à vous abonner, s'il vous plaît. Et on vous dit à très bientôt. Salut les buddies. Avec Daniel et Christian et leur camion, et Manon et Ben avec leur Toyota, nous rallions Chinguetti par une piste qui part proche de l'oasis de Tergit. La traversée d'un village très encaissé à mi-trajet nous oblige à passer une très forte montée accidentée où nous testerons les capacités trialisantes de Gros Buddy. Après 2 bonnes heures, nous arrivons sur la grande piste en terre qui rallie Attar à Chinguetti. Les 35 premiers kilomètres sont agréables et nous reposent de la petite piste caillouteuse de Tergit. Mais le repos sera de courte durée. Les 15 derniers kilomètres sont un véritable enfer pour nous. Il y a un énorme tôle ondulé tel que nous n'en avons jamais vu et la vitesse de notre camion culmine à 5 km/h sous peine de tout désosser. L'arrivée dans la cour d'une des auberges d'Ahmed sera un véritable soulagement. Bonjour à tous les deux, je vais vous laisser vous présenter et puis après Ahmed, si tu peux commencer par nous expliquer un peu où on est, quel est ce village, son passé et puis la situation actuelle, et ensuite on abordera différents sujets. Je m'appelle Ahmed Wannan, je suis originaire de la ville de Chinguetti. On est dans cette ville, je suis parmi les originaux de cette ville. Et parmi les familles qui ont des grandes bibliothèques, des grands maharas dans le temps. Et puis jusqu'à présent, on a une bibliothèque qu'on conserve côté culture. Et j'ai fait des études et puis je suis parti d'ici et j'étais fier de faire quelque chose de cette ville qui était une grande ville à 20 000 et quelques habitants. On a été touché avec la sécheresse des années 70 jusqu'à presque présent. Il y a un exode énorme vers les grandes villes, Nouakchott et autres. Et la population a diminué jusqu'à 5 000 habitants. Et maintenant, on souffre de désertification, manque d'eau, l'ensablement. Daniel, est-ce que tu peux nous expliquer justement par rapport à ton association, qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver à résoudre ce problème d'eau je dois t'expliquer pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est parce qu'il y a 25 ans, j'ai découvert ce pays que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert cette région qui est l'Adrar, qui est une région où on s'amusait beaucoup avec les 4x4. Et à force de s'amuser avec les 4x4, on a bien sûr rencontré les locaux, comme on les appelle, donc les nomades, les gens d'ici, Ahmed. Et je me suis aperçu qu'on est s'amuser, mais qu'ici la vie était très très dure. Donc j'ai la chance d'avoir une entreprise de transport qui marche pas mal. Et j'ai, dans les premières années, développé des aides personnelles. Jusqu'au moment où je me suis dit que ça serait bien de créer une association. Donc on a créé Un Monde pour tous. Et ce Monde pour tous, grâce au financement de nos sociétés, de fournisseurs, de clients, de personnes individuelles, on a réussi à créer un petit budget qui nous a permis, dans un premier temps, de faire des petites missions style école, cahiers, stylos, vêtements, matériel médical. Et puis ensuite, on s'est intéressé beaucoup plus de près aux problèmes réels de la région. Comme disait Ahmed, 25 000 habitants il y a une trentaine d'années, 5 000 habitants aujourd'hui. C'est-à-dire que si on continue comme ça, dans 10 ans, il n'y aura plus d'habitants, la ville va disparaître. Donc il ne faut quand même pas oublier que Chinguetti, c'est la 7e ville... Sainte de l'islam.
septième ville sainte de l'islam, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je m'aperçois franchement que la ville n'est pas beaucoup aidée, ou voire pas aidée du tout. Et des initiatives comme les nôtres, je pense, sont les bienvenues. Alors, l'eau permet de faire de la culture, l'eau permet de développer les palmiers dattiers, l'eau permet donc aux gens de rester vivre ici parce qu'ils auront de quoi manger. Ceci dit, Ahmed disait une chose intéressante, c'est que beaucoup de gens n'ont pas la culture de manger des légumes parce que malheureusement c'est très très cher. Les légumes sont très très chers et évidemment ils n'ont jamais eu l'habitude de manger des légumes, donc souvent il faut les pousser à faire du légume, et les légumes c'est évidemment leur gagne-pain, c'est de le vendre aux auberges, de le vendre aux commerçants qui vont eux leur donner de l'argent pour vivre. Donc les puits, Ahmed me disait que le problème de l'eau ici, le dernier puits remonte à la colonisation française, donc ça remonte à 45, et donc nous on a eu, Ahmed m'a demandé de financer un puits. On l'a financé avec beaucoup de difficultés parce que le creusage du puits était très compliqué, donc là ça a été une sorte de, pas d'échec, mais on a vraiment dit oh, ça c'est très très dur. Compliqué pourquoi? Compliqué parce que ici le sable c'est le sable, mais sous le sable c'est de la roche. C'est de la roche. Et la roche, finalement la roche on l'imagine pas, mais ici ils n'ont pas de moyens techniques pour travailler cette roche, donc ils font tout à la main, avec un marteau, un burin, et ils vont jusqu'à 20 mètres de profondeur travailler la roche. Ça a été pas un échec, puisqu'on a réussi quand même, mais ça a été très compliqué. Et finalement, à travers ça, j'ai, auprès de mes amis de l'association, demandé à ce qu'on essaye de participer à une autre mission pour un puits. Et donc là, cette fois-ci, on a réussi, on l'a mis en place hier, grâce à Christian, qui est un ami et technicien. Ils sont tous ensemble. Hein? Ils apprennent ensemble. Ah, il a tout mis ensemble. Ouais. Hein? C'est de la viande. Bon? Mais c'est la belle. Il y a trop de sable, ça. Alors, Christian, ça va, le cool? Cool. Content? Hein? Ahmed a financé, lui, le bac de réception, parce que faire un puits, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir stocker l'eau pour la distribuer aux animaux et la distribuer, bien sûr, au potager. D'ailleurs, est-ce que, Ahmed, tu peux donner un coût moyen de pouvoir creuser ce puits Le puits, ça a été jusqu'à presque 9 000 €. Depuis 9 000 €. Parce que ce qui est quand même une somme. Une somme, parce que c'était des moules de béton jusqu'à toute la partie sable, c'est que des moules de béton. Après, tu commences à voir les bancos et les caillasses. Donc c'est difficile. Tu mets des moules, après, il y a la pierre. La pierre, on n'a pas de moyens, c'est avec les marteaux, les gens. Et des fois, s'il n'y a pas d'eau, tu es obligé de creuser. Si tu as un peu d'eau, tu es obligé d'attendre jusqu'à que tu fasses. Et l'eau arrive après. Quand le vrai eau, la vraie nappe, quand tu descends jusqu'à la partie là où il y a la roche. D'accord. Et là, on a réussi à faire avec beaucoup de difficultés. Je crois que ça doit être 50 jours du travail. 50 jours de travail successif. Et le coût, c'est... Et ce puits qui a été mis en place, là, il va pouvoir alimenter combien de familles? Est-ce qu'on peut estimer à peu près? On a estimé, il y a 10 familles, par exemple, 10 femmes, 10 foyers qui vont avoir un morceau de terrain pour qu'ils puissent s'aimer, mettre les légumes qu'ils veulent. Et puis, il y en a des familles qui ont leurs palmiers qui font leur jardin, qui ne peuvent pas bouger, qu'ils ont un clôture, ils mettaient de la menthe, ils mettaient des choses sur eux, quelques palmiers. On leur passe aussi un tuyau pour qu'ils puissent arroser, parce qu'ils n'arrivent pas à arroser, ils ont un espace dans leur terrain. Au moins, ils peuvent avoir leur potager chez eux, qu'ils puissent manger, rentrer dans la recette culinaire de chez eux, et puis vendre l'excédent, comme Daniel l'a dit, pour les autres qui ont besoin, et avoir le prix de sucre du thé avec les autres. Je crois que c'est avec ça que
qu'on pense. Et il y a aussi une possibilité, avec les réservoirs qu'on a fait, d'en tirer un peu pour les animaux, parce qu'il y a plein des animaux qui viennent, que ce soit sauvages, qui traversent la ville, qui n'ont pas de puits pour avoir de l'eau, et aussi les personnes qui veulent remplir, qui sont au bord de la ville, qui n'ont pas la pression de la ville, on leur donne l'autorisation de venir chercher l'eau sur des ânes, sur des charrettes. Ils ont des puits de 100 litres, ils remplissent, ils viennent automatiquement. Donc c'est un multifonction. Je pense que cette ville est oubliée, et si on reprend, je dirais, les 12-13 dernières années, il y a un sujet dont personne ne parle, c'est le Dakar. Et donc depuis 2009, le Dakar a disparu d'Afrique, et des pays comme la Mauritanie vivaient pendant 3 mois à peu près de préparatifs pour le Dakar. C'était énorme, entre la fourniture de la nourriture, la fourniture de l'eau, la fourniture du carburant, l'hébergement. Il y avait toute une logistique qui se mettait en place dans toutes ces villes du désert. Et en 2009, non seulement le Dakar n'est plus venu, mais malheureusement les problèmes religieux que l'on connaît ont fait que la région a été complètement isolée jusqu'en 2018. En 2018, les touristes ont commencé à revenir, ceux qui étaient amoureux du désert, et en 2019, le Covid est arrivé. Ce qui fait que ces gens, depuis 2009, ont eu un an d'espoir, de répit, d'espoir, où ils disaient ça y est, on va pouvoir revivre, et le Covid arrive, alors que ces gens-là, franchement, ne méritent pas ça. Et donc, ils sont oubliés. Je pense que c'est un pays qui est riche en ressources, et il y a tellement de gens pauvres, et ici les gens sont courageux, et si on les laisse partir dans les villes, ils vont simplement agrandir les bidonvilles de Nouakchott, comme dans toutes les villes du monde d'ailleurs malheureusement, où les nomades quittent leur région pour aller dans les villes, en espérant trouver mieux, mais en réalité ce qu'ils trouvent c'est la grande pauvreté. Et justement, je pense que l'école va contribuer justement à éduquer les enfants pour pouvoir leur permettre de travailler autrement ici. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Ahmed, de l'école ? Absolument, on a le problème d'école parce que les nomades chez nous, ils ne s'intéressent pas dans le temps parce que c'est des nomades mobiles qui viennent chez nous. C'est des gens qui sont mobiles en suivant l'eau. Donc ils peuvent être dans cette région, s'ils tombent l'eau dans une autre région, ils déménagent avec leurs enfants, avec leurs troupeaux. Et ce qui arrive que ces dernières années, avec la sécheresse, il y en a qui n'arrivent pas où ils vont. Ils ont perdu beaucoup de bétail et puis ils sont restés coincés pas loin des oasis, mais comme ils n'ont pas de terrain, ils n'ont rien, ils ne connaissent pas le travail des oasis, ils sont restés vraiment dans la misère. Et comme que Daniel a dit, nous, avant les années 2017, avant les années 2003 et 2005, avec le tourisme, ça a aidé un peu, mais comme que il nous arrive que la zone était en rouge, en orange, on peut pas, on conseille les voyageurs de venir dans cette zone parce que c'est dangereux. Donc les voyageurs qui veulent voyager, les agences de voyage, ils n'ont pas l'assurance qui les rassure, donc ils ne peuvent pas faire de voyage. Donc on est resté coincé et on a, comme Daniel l'a dit, l'espoir c'était ça. Donc les nomades dans le temps, on pensait avec le tourisme qu'on leur crée un peu du métier comme Christophe dans le tourisme, mais en créant du métier, les enfants restent. On demande à l'État de mettre des classes, tout ça. On ne peut pas, chaque campement mettait une salle de classe. Il faut un instituteur, c'est difficile, on ne peut pas. On essaye de ressembler ce qui est possible dans des villages les plus grands et avoir leur école, mais l'école aussi. Les nomades sont obligés de suivre leur troupeau, il reste que les femmes et les enfants. Ils n'ont pas de pouvoir, comme il n'y a pas de travail. On est obligé, dans le sens, depuis 2-3 ans, Daniel a aidé un peu dans ce sens avec un monde plus des Rongiens, envoyer des denrées pour qu'on puisse faire des cantines pour ces enfants-là, pour leur sensibiliser, pour leur endommager, qu'ils puissent avoir un repas ou deux par jour, qu'ils puissent à l'école. Aussi les fournitures scolaires envoyées pour les plus démunis. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure, donc on te suivra donc dans l'école du village qui rassemble combien d'enfants ? Certainement l'école, moi je pense que je ne sais pas le chiffre exactement, je vais voir avec les directeurs, mais je crois que ça doit être vers les 380, D'accord. Si ce n'est pas 400. Je vais voir cette année. Parce de quel niveau à quel niveau à peu près? Ils font jusqu'à l'école primaire. D'accord. De l'école primaire jusqu'au concours, jusqu'au 7e, je crois, au 6e année. D'accord, on va filmer ça. Très bien. Et l'année dernière, pour revenir sur l'école, c'est vrai que Ahmed a lancé un cri d'alarme, à savoir qu'ils n'avaient plus du tout de nourriture, donc l'école allait fermer. Absolument. Donc c'est là qu'on s'est organisé pour livrer 5 tonnes de riz, 5 tonnes de pâtes et 1000 litres d'huile pour alimenter l'école comme on a pu. Je pense que ça a contribué beaucoup. Bien, beaucoup. Ça contribue beaucoup à garder et surtout ces enfants nomades qui
pour qu'ils puissent manger. Bon, on sélectionne les plus indémunis, les plus pauvres pour la cantine. Et là, ça a sauvé. Et on souhaite cette année, le tourisme marche un peu, on trouve encore des moyens pour relancer encore la cantine, financer un peu la partie encore pour l'année prochaine pour les gens. Des yeux ouverts, des yeux ouverts, des yeux ouverts pour regarder, des yeux ouverts pour regarder, des yeux ouverts pour regarder, des yeux fermés pour s'endormir, pour s'endormir. Voilà. Un nez en l'air pour respirer, pour respirer. Une bouche pour parler, pour manger et pour rire. Un grand front, un petit menton, deux bonnes joues pour les bisous. Deux bonnes joues pour les bisous. Bon appétit. C'est ce que ça veut dire, bon appétit. Bon appétit. Il n'a pas. Qui passe, il a pas. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est tout ça se regarde. Il est là. C'est le.